Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous ce matin pour le lancement officiel de l'enveloppe Fonds éco-leader biodiversité. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'enveloppe, des différents détails. Je sais que vous avez hâte d'avoir des détails, donc c'est le moment en fait. Quelques astuces pour le dépôt. Voilà, on se lance. Tout d'abord, le fonctionnement. Aujourd'hui, le clavardage est désactivé. On attend plusieurs participants là, donc ce matin. La façon pour communiquer avec nous, ça serait vraiment d'utiliser l'onglet questions et réponses. Donc, on ne touche pas au clavardage, on va dans l'onglet questions et réponses. Il y aura une période de questions à la fin, là, justement, de nos interventions. Ça sera à micro fermé et encore une fois, utiliser l'onglet questions et réponses pour pouvoir nous envoyer vos questions et nous, on s'arrangera à l'interne pour justement là, aller les chercher et vous y répondre oralement. Petite précision, on ne répondra à aucune question spécifique sur un projet. On est beaucoup aujourd'hui, donc on touche les grandes orientations de l'enveloppe, là, mais pas sur des projets spécifiques. Et vous avez sûrement remarqué que c'est une présentation qui est enregistrée. Notre objectif, c'est de la rendre disponible dans les prochaines semaines. Comme ça, vous pourrez les envoyer à vos amis amants de la biodiversité. Voilà, c'est dit. On continue. Donc, les sujets abordés aujourd'hui, bon, petite mise en contexte. Après ça, on passe un bon bout de temps sur les différentes modalités du programme pour vraiment là, répondre à vos différentes interrogations. On passe ensuite sur le répertoire d'experts. On va parler de la mobilisation des entreprises et des services qui vous sont offerts dans ce cadre-là. On va revenir sur les dates importantes et une petite conclusion. Voilà. Mise en contexte, juste un petit mot pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes le Fonds d'action québécois pour le développement durable, le FAQDD. On a eu le plaisir de fêter nos 25 ans cette année. Je veux encore dire bonne fête à nous, hein. Il n'y a jamais de limite pour se souhaiter bonne fête. Le FAQDD, ce qui nous démarque, là, c'est notamment tout ce qui est développement et gestion d'enveloppes d'aide financière là, sous forme de subventions. On a eu la chance de soutenir plus de 3 300 projets, de financer plus de 5 300 organisations et de remettre plus de 180 millions en aide financière. On a différents partenaires, autant au niveau du gouvernement provincial, fédéral, aussi des municipalités. Et on est connu pour différents programmes, dont le Fonds éco-leader. Aujourd'hui, c'est une enveloppe là, qui s'inscrit dans le cadre du Fonds éco-leader, mais aussi d'autres programmes. Vous connaissez peut-être notamment Action Climat Québec et différents autres. Contexte de création de l'enveloppe, eh bien, l'enveloppe Fonds éco-leader biodiversité est financée par le gouvernement du Québec dans le cadre du plan Nature 2030. Vraiment, c'est une enveloppe qui vise spécifiquement à répondre à la cible 10 du plan Nature qui consiste globalement là, à aider les entreprises à agir en faveur de la biodiversité. Différentes options ont été évaluées là, pour pouvoir aider, là, pouvoir atteindre cet objectif-là. Le Fonds éco-leader a vraiment été identifié comme le véhicule pour pouvoir là, aller toucher les entreprises parce qu'on veut vraiment là, une mobilisation de l'écosystème. Pourquoi le Fonds éco-leader a été choisi? Bien, parce qu'on a un vaste réseau d'entreprises et de collaborateurs. Le programme a déjà eu beaucoup de succès, là, donc on a financé plus de 2100 entreprises. Des outils de communication qui sont connus, nos médias sociaux, notre infolette, notre plateforme web aussi. Et tout ça, bien, on le maintient parce que justement, c'est utilisé, c'est connu. Et on a aussi notre répertoire d'experts qu'on a modifié pour intégrer cette enveloppe-là. Globalement, vous connaissez peut-être le Fonds éco-leader. Son objectif, c'était de soutenir les entreprises québécoises dans l'amélioration de leur performance environnementale et l'augmentation de leur compétitivité. Ça, c'est le grand chapeau du Fonds éco-leader. Ça va toujours rester justement pour pouvoir utiliser ce réseau de contacts, ces différents outils-là. Maintenant, l'enveloppe dont je vous parle aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du Fonds éco-leader, mais elle a son existence propre. On parle vraiment de 5,7 millions là, dédiés à la biodiversité, à cette thématique-là particulière. Et bien, quelque chose à prendre en compte, c'est que pour ceux qui connaissent déjà le Fonds éco-leader, il y a des réflexes fortement ancrés. Vous savez en général comment déposer. Maintenant, il faut dire que oui, la logique de dépôt a été conservée, mais il y a plusieurs éléments qui ont été modifiés pour respecter les particularités là, vraiment de l'enveloppe biodiversité. Donc, dans tous les cas, s'il vous plaît, et merci à l'avance, consultez le guide du demandeur pour voir quels sont vraiment
les différentes particularités parce que notre plus grand cauchemar, c'est de recevoir des demandes qu'on ne peut pas financer justement parce qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas compris. Cette nouvelle enveloppe-là, Fonds écolidaire biodiversité, est basée sur trois piliers. Tout d'abord, on a des conseillers, même, disons-le, des conseillères, Alice et Marie-André, qui sont parmi nous aujourd'hui, qui seront là justement pour faire connaître les bénéfices de la biodiversité et c'est que les différentes ressources disponibles là, pour passer à l'action. Je vais laisser Marie-André vous en parler un petit peu plus tard. Mais justement, quand on parlait de comment bien déposer une demande, il y aura des options là, pour contacter là, notamment nos conseillers pour qu'ils puissent vous répondre. On a le programme d'aide financière dont on parle aujourd'hui, donc j'en dirai pas plus, et aussi notre répertoire d'experts, vraiment qui ressemble différents experts en éco-responsabilité, mais maintenant, depuis quelques semaines, on a ouvert, on a bonifié pour intégrer des experts avec la thématique biodiversité, et puis déjà des inscriptions qui se font, donc ça roule bien. Maintenant que la mise en contexte est faite, je vais passer la parole à ma collègue Alice, qui va vous parler des différentes subtilités du programme. Donc, normalement, mon micro devrait fonctionner. Faites-nous signe si ce n'est pas le cas. Donc, je vais passer sur les modalités du programme de financement. Il y a beaucoup d'informations, donc je vais aller quand même assez vite sur certaines diapositives, mais il y a une période de questions par la suite, donc on pourra revenir sur certains critères ou certains éléments s'il y a besoin. Si on commence par les clientèles admissibles, dans le cadre du programme, vous pouvez déposer votre projet dans deux volets. Donc, il y a deux options. La première option, ça va être le volet 1, entreprise. Donc, c'est vraiment pour des projets individuels où une entreprise voudrait travailler individuellement sur ses impacts sur la biodiversité. Ça va être dans ce cas-ci l'entreprise qui dépose le projet, puis elle va être accompagnée dans la réalisation par un expert du répertoire du FAQDD. La deuxième option, c'est le volet 2, cohorte d'entreprise. Donc là, c'est des projets qui vont regrouper plusieurs entreprises, donc de 3 à 10 entreprises, parce qu'elles ont un lien spécifique. Donc ça peut être une cohorte territoriale, une cohorte sectorielle, ou ça pourrait être aussi des entreprises qui voudraient travailler sur une même thématique spécifique. L'objectif de ces cohortes, c'est qu'il y ait, en plus que chaque entreprise va travailler sur ses impacts, qu'il y ait vraiment un échange donc, de partage de connaissances, d'expériences et de ressources. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des économies d'échelle pour ce type de projet-là. Les entreprises vont être réunies, donc recrutées par un coordonnateur de cohorte, et c'est également le coordonnateur de cohorte qui va déposer le projet, la demande de financement. Puis comme pour le volet 1, on va avoir un accompagnement par un ou plusieurs experts du FAQDD. Maintenant, quelles sont les entreprises qui sont admissibles à la fois dans le volet 1, donc comme une entreprise individuelle, ou dans le volet 2 comme membre de cohorte? Pour être admissible, une entreprise doit être une entreprise à but lucratif ou une entreprise d'économie sociale. Ces entreprises doivent être légalement constituées, elles doivent être enregistrées au registraire des entreprises du Québec, puis elles doivent être aussi incorporées en vertu d'une loi du gouvernement du Québec ou du Canada. Également, le projet doit se dérouler au Québec, mais l'entreprise elle-même doit avoir un établissement commercial au Québec, donc pour pouvoir prendre des décisions par rapport au projet. Une petite différence, si vous avez déjà déposé dans d'autres enveloppes du Fonds Éco-Leader ou que vous avez pris connaissance de ces enveloppes-là, dans le cadre du Fonds Éco-Leader biodiversité, les entreprises d'économie sociale, il y a une légère différence dans la définition. Donc, ça reste des entreprises qui doivent être reconnues par la loi sur l'économie sociale, donc des coopératives, des mutuelles et des OBNL. En revanche, pour le Fonds Éco-Leader biodiversité, on ne demande pas qu'il y ait de pourcentage minimum de revenus autonomes. Donc, ce n'est pas un critère que vous avez à démontrer au moment de l'analyse. Pour les particularités, vous avez l'ensemble des clientèles non admissibles qui vont se retrouver dans le guide du demandeur. Ici, je voudrais vous apporter votre attention sur 3 particulièrement pour lesquels il y a eu soit des changements par rapport aux autres enveloppes, soit des questions qu'on pourrait avoir. Donc, le premier type, c'est les entreprises individuelles. Dans le cadre du Fonds Éco-Leader Biodiversité, c'est des entreprises qui sont admissibles si ce sont des entreprises du secteur agricole, des pêches ou forestier. Puis également, si elles peuvent démontrer un chiffre d'affaires minimal de 30 000 $. Puis cette démonstration, ça va être par des états financiers qui vont être à nous transmettre au moment du dépôt de votre demande. Pour les entreprises en démarrage, elles sont également admissibles. Puis au moment du dépôt, on va vous demander un plan d'affaires avec un budget pro forma sur 3 ans, puisque ça va nous permettre d'évaluer la viabilité financière de l'entreprise et donc du projet.
Pour les entreprises d'économie sociale qui seraient également des organismes de conservation, sachez que ce n'est pas des clientèles qui sont admissibles comme entreprises individuelles dans le volet 1 ou comme membres de cohorte dans le volet 2. En revanche, ça peut tout à fait être des organismes qui sont coordonnateurs d'une cohorte, donc qui recrutent et qui représentent les entreprises. Si on regarde d'ailleurs pour le coordonnateur des cohortes, l'admissibilité est plus large que pour les entreprises membres de la cohorte. Donc, ça pourrait, par exemple, être une association qui voudrait représenter plusieurs des entreprises de ces entreprises de son secteur, ou encore une municipalité qui pourrait représenter plusieurs entreprises de son territoire. Sachez aussi qu'un coordonnateur de cohorte peut être lui-même membre de la cohorte, ou alors il peut être l'expert principal du projet. Donc, si vous êtes un expert dans la salle en ce moment, vous pourriez recruter plusieurs entreprises pour déposer un projet. Le seul élément peut-être à savoir, c'est qu'une entreprise ne peut pas être à la fois expert et membre de la cohorte, puisque l'expertise doit venir de l'externe de la cohorte. Dans les autres critères d'admissibilité pour le coordonnateur doit avoir un établissement au Québec, puis exercer ses activités depuis au moins 1 an. Ça fait un peu le tour sur les clientèles admissibles. On pourra répondre aux questions s'il y en a par la suite. Pour les projets admissibles, il y a 3 critères principalement à avoir en tête. Le premier, c'est que le projet, pour être admissible, il doit s'inscrire dans au moins une des 2 catégories. Si vous avez en tête d'autres enveloppes du Fonds écolidaire, le nom des catégories a légèrement changé. Donc, on a la catégorie 1, études, diagnostic et planification, et catégorie 2, accompagnement dans la mise en œuvre. On va les voir plus en détail par la suite, mais votre projet doit être soit dans la catégorie 1, soit dans la catégorie 2, soit dans les 2 catégories en même temps. Le deuxième critère d'admissibilité pour les projets, c'est que le projet doit viser soit la réduction de l'impact négatif de l'entreprise, soit l'amélioration de son impact positif, ou bien évidemment les 2. C'est vraiment un critère qui est important dès le départ. Donc, dans le formulaire de dépôt, on va vous demander de nous montrer les retombées potentielles de votre projet. On ne demande pas que ce soit des retombées qui sont forcément quantifiées, mais au moins des retombées qui sont expliquées, qui sont potentiellement significatives pour la biodiversité. Donc, portez une attention particulière à cet élément quand vous remplissez votre demande. Notamment aussi par rapport à ce critère, c'est un critère d'évaluation, ça va être l'efficience du projet, donc le coût du projet versus aussi les retombées qui sont attendues sur le projet. C'est des éléments qui vont être pris en compte pour l'analyse de votre demande. Le troisième critère, pour être admissible, un projet doit comprendre forcément une activité obligatoire qui est le diagnostic biodiversité. On va le voir aussi par la suite en détail, mais globalement, un diagnostic biodiversité, c'est un diagnostic qui va permettre à l'entreprise de mieux comprendre ses dépendances et ses impacts envers la biodiversité. Si vous avez déjà un tel diagnostic en main, vous pouvez quand même déposer un projet. En revanche, on va vous demander de déposer votre diagnostic au moment du dépôt et le reste des activités devront être en cohérence avec ce diagnostic. Si on regarde le critère 1, donc les catégories 1 et 2, plus en détail. Pour la catégorie 1, donc études, diagnostic et planification, si votre projet est de la catégorie 1, c'est que c'est un projet qui va permettre à votre entreprise de mieux comprendre son interrelation avec la biodiversité ou alors de planifier des actions en conséquence. Donc, j'ai mis à droite des exemples d'activités qui pourraient être considérées comme de la catégorie 1. Bien évidemment, le diagnostic biodiversité qui est obligatoire va être dans cette catégorie-là. Vous pourriez également réaliser des études complémentaires au diagnostic. Comme je vais vous le présenter par la suite, le diagnostic, il y a vraiment des critères minimums, mais vous pourriez aller au-delà et par exemple faire en plus du diagnostic biodiversité un inventaire de vos sites, un inventaire faunique ou floristique. Vous pouvez également réaliser des plans d'action, donc un plan d'action qui serait global, comment intégrer la biodiversité dans votre entreprise, ou alors faire un plan d'action qui serait sur une initiative plus spécifique. Donc, par exemple, un plan de gestion des espèces exotiques envahissantes. Puis j'ai mis un petit attention ici, c'est marqué dans le guide du demandeur, mais pour tout ce qui est plan d'action plus spécifique, c'est sûr qu'il doit être en cohérence avec votre diagnostic. Donc, si on prend l'exemple de la gestion des espèces exotiques envahissantes, si les espèces exotiques envahissantes, ce n'est pas une dépendance ou un impact qui a été soulevé comme important dans votre diagnostic, nous, on ne pourra pas financer la planification ou la mise en œuvre d'actions en conséquence. La deuxième catégorie de projet dans lequel vous pourriez déposer, c'est l'accompagnement dans la mise en œuvre. Puis ici, ça a peut-être changé par rapport à d'autres enveloppes. On parle vraiment d'accompagnement
dans la mise en œuvre de recommandations du diagnostic biodiversité ou alors d'activités qui sont prévues dans un plan d'action qui découle lui-même du diagnostic. Donc, dans les exemples, c'est des exemples, il pourrait y en avoir d'autres d'activités que vous pourriez réaliser. Ça serait du service conseil et technique pour mettre en œuvre des actions recommandées, la formation du personnel pour maintenir des pratiques dans le temps ou implanter de nouvelles pratiques favorables à la biodiversité, ou encore l'aménagement d'infrastructures naturelles. Un élément qui est dans le guide du demandeur, c'est les études spécifiques. Si à la suite du diagnostic, il y a d'autres études qui sont à réaliser, elles vont rentrer dans la catégorie 2. Donc, par exemple, une étude plus spécifique qui a été recommandée dans le diagnostic. Attention encore ici, pour toutes les activités de cette catégorie, elles doivent être cohérentes avec les résultats de votre diagnostic biodiversité ou avec le plan d'action qui en découle. Donc, comme je pense que vous commencez à le comprendre, le diagnostic biodiversité est vraiment au cœur du programme. Donc, c'est important que l'ensemble des activités de votre projet soient cohérentes avec les recommandations de ce diagnostic. Globalement, on va avoir donc deux scénarios. Si on résume, l'entreprise, soit vous ne disposez pas encore d'un diagnostic et votre projet va forcément devoir intégrer un diagnostic biodiversité. Avec ce diagnostic, vous pourriez rajouter des études complémentaires, un plan d'action ou de la mise en œuvre ou un mix de ces composantes-là. En revanche, si vous avez déjà un diagnostic biodiversité qui répond aux critères du programme, on ne vous redemandera pas de réaliser à nouveau un diagnostic. En revanche, vous allez déposer votre diagnostic au moment du dépôt et vous pourrez par la suite réaliser des plans d'action, de l'accompagnement, etc. Je parle beaucoup du diagnostic depuis tantôt, donc on va regarder maintenant les critères d'admissibilité de ce diagnostic. Déjà, un élément qui est important à prendre en compte, c'est que c'est l'entreprise qui décide du champ d'application de son diagnostic. Donc, votre diagnostic doit concerner minimalement une partie des opérations de votre entreprise. Ce n'est pas nécessairement un diagnostic qui doit avoir lieu sur l'ensemble de vos activités ou sur l'ensemble de vos sites. C'est possible, mais vous pourriez aussi réaliser un diagnostic sur une seule activité ou sur un seul de vos sites. C'est quand même à considérer, puisque si vous faites votre diagnostic seulement sur un site, toutes les recommandations vont être sur ce site-là, puis ça va impliquer sur les actions qui pourraient être finançables par la suite dans la mise en œuvre. Dans le diagnostic biodiversité, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir pour que ça réponde aux critères d'admissibilité? Ça va être un état de situation d'intégration de la biodiversité dans votre entreprise, l'identification des parties prenantes de votre entreprise en matière de biodiversité et la description et l'évaluation à la fois des dépendances et des impacts de votre entreprise par rapport à la biodiversité. Enfin, on s'attend à avoir des recommandations sur les mesures et les initiatives prioritaires. Ça fait peut-être beaucoup d'informations sur cette diapositive-là pour le diagnostic, mais sachez qu'il y a plus de détails dans le guide du demandeur, notamment des définitions de qu'est-ce que des dépendances, qu'est-ce que des impacts ou qu'est-ce qu'on considère comme des services écosystémiques à prendre en compte dans votre évaluation. Puis ici, ce sont vraiment des critères minimaux, donc on ne veut pas que ce soit un obstacle à la mise à l'action, notamment l'évaluation des impacts et l'évaluation des dépendances. Ce n'est pas une évaluation quantitative qui est attendue, vous pourriez aller jusqu'à une évaluation quantitative, mais c'est une évaluation minimalement qualitative, donc sur une échelle fort, moyen, faible. Vous pourriez aller au-delà, mais ça, c'est vraiment des critères minimums à respecter. Je vous encourage vraiment à lire le guide du demandeur. Pour les différentes étapes, vous avez plus d'informations à ce sujet. Les recommandations également, c'est important de les formuler de la manière qui est présentée dans le guide du demandeur, puisque c'est en fonction de ces recommandations qu'on va pouvoir analyser si d'autres activités pourraient être admissibles. Peut-être une question qui pourrait revenir, c'est est-ce que mon projet doit avoir une thématique particulière pour être admissible? L'essentiel, c'est que votre projet s'inscrive dans une démarche qui est favorable à la biodiversité. Donc, vous pourriez réaliser une démarche globale en matière de biodiversité pour votre entreprise, mais vous pouvez aussi cibler un axe d'intervention qui est plus spécifique. Ici, on vous en a mis plusieurs, mais il pourrait y en avoir d'autres. C'est-à-dire que si dans votre diagnostic, les espèces exotiques envahissantes sont un impact ou une dépendance majeure, vous pourriez réaliser de l'accompagnement seulement sur cet axe d'intervention. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est aussi une opportunité que vous avez d'avoir un axe plus spécifique. On n'ira pas dans le détail des projets non admissibles aujourd'hui. Vous avez l'ensemble des informations dans le guide du demandeur, mais peut-être pour 4 types de projets plus particulièrement, sachez que tous les projets qui visent à se conformer à une norme, à une loi ou un règlement ne sont pas admissibles, de même que les projets qui visent la compensation des impacts de l'entreprise sur la biodiversité. Le Fonds Éco-Leader va permettre à une entreprise d'implanter de nouvelles pratiques pour dépasser ces normes. Donc, ce n'est pas un programme de financement qui permet la mise aux normes.
Pour tous les projets qui visent également tout ce qui est certification environnementale, la préparation au dossier n'est pas finançable par le Fonds Éco-Leader. Vous pouvez réaliser des activités qui, par la suite, vont vous permettre d'obtenir une certification, mais tout ce qui est frais d'adhésion, de renouvellement, de rédaction de formulaires, ce n'est pas des frais qui peuvent être pris en compte par le programme. Enfin, les projets qui sont axés sur les actions de décarbonation ou de lutte contre les changements climatiques, ce n'est pas des projets qui sont admissibles dans le cadre de cette enveloppe. Parce que on sait que la lutte contre les changements climatiques est une des pressions sur la biodiversité, mais ici, quand on se place dans un contexte d'entreprise où on recherche des impacts directs et démontrés sur la biodiversité, c'est des projets qui ne sont pas finançables. Puis, vous avez d'autres programmes de financement qui existent pour ça. Donc, tous les projets qui sont sur des réalisations de bilan GES ou élaboration de plan climat ne pourront pas être financés via le Fonds Éco-Leader. Votre diagnostic peut prendre en considération les changements climatiques, mais toutes les recommandations liées spécifiquement à cet axe d'intervention ne pourront pas être financées. Si on regarde maintenant les modalités de financement, pour les dépenses admissibles, vous avez principalement des dépenses qui vont être les honoraires professionnels d'experts inscrits au répertoire du FAQDD. Donc, ça va être un taux horaire maximum de 200 $ de l'heure avec les taxes. Mais si vous avez une expertise qui est plus technique ou plus précise, que vous voulez les rechercher, notamment pour la mise en œuvre, c'est possible. On parlera alors de sous-traitants, c'est-à-dire d'experts qui ne sont pas inscrits au répertoire. Puis, vous pouvez aller jusqu'à 30% des dépenses admissibles de votre projet avec un maximum de 25 000. Je ne les lirai pas toutes les informations qui sont sur la diapositive, mais sachez qu'il y a d'autres frais qui sont admissibles, notamment en termes de formation, de matériel, de communication et de déplacement et séjour au Québec. Puis vous retrouverez aussi dans le guide du demandeur l'ensemble des dépenses non admissibles. Attention, oui, l'élément qui s'est ajouté en bas, c'est juste peut-être pour vous préciser que quand vous allez déposer votre demande, les dépenses sont admissibles dès le dépôt de la demande, donc dès le dépôt de votre demande de financement. En revanche, si vous commencez le projet avant de recevoir l'acceptation ou le refus de votre demande, c'est un risque que vous prenez. Donc, si le projet est refusé, toutes les dépenses que vous avez engagées, c'est le demandeur qui va devoir les prendre en charge. Au niveau du financement, l'enveloppe Fonds Éco-Leader Biodiversité peut financer jusqu'à 80% des dépenses admissibles. Vous avez dans le volet 1 un maximum de 75 000 de subventions, puis dans le volet 2, ça va être un maximum de 700 000 de subventions pour l'ensemble de la cohorte, avec un montant maximum de 75 000 par entreprise. Sachez que pour le volet 2, vous avez aussi des frais de coordination qui s'ajoutent à ce montant-là, notamment pour le salaire du coordonnateur qui va pouvoir accompagner et déposer donc le projet. Maximum de subventions par projet, c'est-à-dire que dans le volet 1 comme dans le volet 2, vous pourriez réaliser plusieurs projets en même temps. En revanche, il faut que votre entreprise ait la capacité de faire ces projets en même temps et qu'ils soient pertinents. Pour le financement, un autre élément à prendre en compte dans le montage financier de votre projet, c'est pour la catégorie 1, études, diagnostic et planification. Il y a un maximum de 40 000 $ pour l'ensemble de ces activités-là. Donc, c'est quand même un élément à avoir en tête si vous déposez seulement dans la catégorie 1 ou seulement dans la catégorie ou dans les deux catégories, puisque le maximum de 75 000 est pour l'ensemble du projet. Quelques modalités d'aide financière qui pourraient être intéressantes de vous partager aujourd'hui. Vous les avez encore dans le guide du demandeur, mais sachez que l'aide financière va être versée à l'expert principal du projet. Donc, la convention, si vous avez du financement, va être signée entre l'expert, le demandeur et le FAQDD. Donc, c'est l'expert qui va être responsable de gérer l'aide financière au nom de l'entreprise ou de la cohorte, si on est dans un cas de volet 2, et d'acquitter les factures liées au projet. Vous avez également un guide de facturation qui va être disponible ou qui est déjà disponible sur la page web du programme avec plus d'informations sur quel type de facture et quel type de preuves de paiement seront acceptées. L'aide financière va pouvoir être cumulée avec des contributions financières complémentaires, puis ça peut être des contributions publiques ou privées. L'essentiel, c'est que ces contributions soient confirmées au moment du dépôt. Donc, on va vous demander des lettres de confirmation de ces contributions. Élément quand même intéressant, pour la contribution de fonds publics, vous pouvez aller jusqu'à 100% des dépenses admissibles de votre projet.
Au niveau de l'aide financière, le versement est en 2 temps ou 3 temps. Ça va dépendre du nombre de catégories sur lesquelles votre projet se trouve. Si votre projet est seulement dans une catégorie, il va y avoir 2 versements, donc un au moment de la signature de la convention et un à la fin du projet après la remise et l'évaluation de votre édition de compte. Mais si vous avez un projet qui est sur les 2 catégories, il y a un troisième versement qui va aller avec un rapport intermédiaire entre les 2 types d'activités, puis ça va nous permettre d'analyser si le reste des activités est bien cohérente avec le diagnostic qui aura été réalisé dans la première partie. Maintenant, si on regardait la procédure de dépôt, la première chose à faire, je pense qu'on le répète beaucoup, on va le répéter beaucoup aujourd'hui, c'est consulter le guide du demandeur. C'est vraiment ici ce qu'on vous présente, c'est les grandes lignes, mais si vous avez plus de questions, déjà, il va y avoir aussi une FAQ qui va être disponible. Mais si vous avez un statut juridique peut-être plus particulier et si vous avez des projets plus spécifiques, il y a plus d'informations dans le guide du demandeur. Également, vous allez avoir déjà, je ne sais pas si c'est déjà publié, la trousse de dépôt de projet sur la page web du programme avec tous les gabarits. Donc, pour les documents qu'on va vous demander, ça va être l'ensemble sur la page web du programme. En deuxième temps, vous allez devoir contacter un expert du répertoire, puis en troisième temps, réunir les documents requis. Ici, j'ai mis les documents qui sont principalement demandés. C'est sûr que si vous avez un statut juridique plus spécifique comme une entreprise individuelle, il y a d'autres documents qui peuvent s'ajouter. Mais pour les documents principaux, on va demander des preuves que le signataire, à la fois pour l'expert et l'entreprise, sont autorisés à signer au nom de l'organisation. On va demander les lettres de confirmation des financements complémentaires. Votre diagnostic biodiversité, si vous ne le réalisez pas pendant le projet parce que vous en avez déjà un. Puis pour la cohorte, on va demander des lettres d'engagement des entreprises et la ventilation des coûts du projet par entreprise. Puis pour ces 2 éléments, il y a des gabarits qui se trouvent dans la trousse de dépôt. Enfin, quand vous aurez rempli vous avez réuni tous les documents, vous pouvez remplir le formulaire de dépôt. C'est un formulaire qui est disponible en ligne, donc vous avez la possibilité de l'enregistrer pendant 28 jours. Attention, le 28 jours commence à partir du moment où vous commencez le premier enregistrement. Donc, vous allez avoir un bouton en bas à droite pour enregistrer votre formulaire, puis vous avez l'onglet qui s'affiche ici sur la diapositive qui va vous permettre de soit vous envoyer le lien à votre adresse courriel, ce qu'on recommande, soit copier le lien et l'enregistrer. C'est également comme ça que vous allez pouvoir partager le formulaire avec un expert. Ça va être important de pouvoir partager le formulaire puisque l'expert doit compléter son offre de service à même le formulaire. Il doit également signer le formulaire. Donc, ça va être important de pouvoir lui partager cette information. Petite astuce qui est quand même importante, quand vous enregistrez le formulaire, si vous ne cliquez pas sur « Envoyer », on ne reçoit pas votre demande pour analyse. C'est vraiment le bouton « Envoyer le formulaire » qui va nous permettre de recevoir le formulaire pour analyse. Puis, pendant qu'on est sur la page de remplir le formulaire, j'apporterai peut-être votre attention dans le guide du demandeur. Vous avez une section sur les critères d'évaluation des demandes. Donc, ça serait intéressant peut-être de lire en amont de remplir le formulaire. Vous avez notamment la clarté de la problématique, la justification du projet, puis la cohérence entre les différents éléments comme l'échéancier, le budget et les livrables. Au plus, votre formulaire va respecter ces critères d'évaluation, au plus, ça va être simple pour nous d'analyser votre demande et donc, ça va réduire les délais de traitement. Maintenant, je vais laisser ma collègue Marie-André parler du répertoire d'experts. Oui, bonjour. C'est moi qui prends le relais pour la suite. Je me présente brièvement, Marie-André Asselin. Je suis conseillère biodiversité au sein du FAQDD. En fait, je remplis exactement le même rôle qu'Alice dans cette nouvelle enveloppe. Puis, avant de parler du répertoire, je voulais juste prendre une seconde pour vous dire qu'on est vraiment très, très heureux et enthousiaste de vous présenter ce programme-là aujourd'hui. Ça fait un certain temps qu'on travaille là-dessus. Donc, pour nous, c'est vraiment chouette de voir qu'aujourd'hui, ça prend finalement son envol. Donc, le répertoire d'experts. Alice l'a mentionné plusieurs fois déjà, pour faire avoir un projet dans le cadre de l'enveloppe Fonds Écolideur Biodiversité, vous devez passer par le répertoire d'experts. Donc, qu'est-ce que c'est le répertoire? C'est un répertoire qui s'est construit sur plusieurs années, qui regroupe, comme Amélie l'a déjà dit, plusieurs experts en développement durable au Québec. Puis, ce qui est le fun, c'est que ces experts-là ont différentes expertises et peuvent vous accompagner dans le cadre de votre projet. Évidemment, aujourd'hui, je vous encourage particulièrement à aller cibler la thématique biodiversité, mais sachez qu'il y a des expertises diverses également sur ce répertoire. On peut passer à la prochaine slide.
Je vous ai fait une petite capture d'écran pour ceux et celles qui n'auraient jamais vu le répertoire d'experts. D'ailleurs, pour aller voir le répertoire, je vous redirige vers la page web du FAQDD et si vous allez dans Programme Fonds Écolideur Biodiversité, vous aurez accès à ce répertoire. Donc, c'est super facile. Vous pouvez cibler la région, les thématiques, vous pouvez faire des recherches par mots-clés. Puis, ce qu'on est content de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a déjà une vingtaine d'experts qui ont été approuvés pour vous accompagner dans le cadre de votre projet. Donc, vous pouvez dès maintenant effectuer une recherche pour trouver l'expert qui va vous accompagner dans votre projet. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais peut-être qu'il y a dans la salle des experts qui sont présentement inscrits au répertoire ou des experts qui aimeraient s'inscrire. Si vous êtes un expert qui est déjà inscrit, bien, vous pouvez retourner sur votre fiche d'expert du Fonds EcoLeader et ajouter la thématique biodiversité à votre offre de service. Évidemment, cette nouvelle thématique devra être analysée par nos analystes, mais éventuellement, vous pourrez offrir des services dans cette thématique-là. Puis, si vous êtes un expert qui aimerait s'inscrire au répertoire, bien évidemment, on vous encourage à créer un profil et remplir une offre de service pour qu'on puisse l'analyser et l'approuver. Mais je n'irai pas plus loin pour ça pour aujourd'hui. On peut y aller. On en a glissé brièvement un mot, mais Alice et moi, on est vraiment là pour faire rayonner le programme. On veut mobiliser l'écosystème, on veut mobiliser les entreprises et les experts. Donc, on est là pour vous. Je ne sais pas exactement c'est qui y a dans la salle, donc j'ai fait 3 cas de figure. Donc, si vous êtes une entreprise, pourquoi vous devriez nous contacter? Bien, premièrement, vous le savez probablement, la réussite de projets d'envergure est souvent liée au fait que la direction ou le CA est fédéré et adhère au projet. Donc, si vous êtes une entreprise puis vous voulez déposer un projet, vous pouvez nous demander de venir faire une présentation de l'enveloppe à votre direction ou à votre CA. Ça pourrait vous aider à faire progresser le projet. Après ça, si vous êtes relativement novice, puis vous êtes intéressé par la biodiversité, mais vous ne savez pas exactement par où commencer, est-ce qu'il y a des ressources qui existent, que vous aimeriez, dans le fond, être guidé un peu là-dessus, bien, vous pourriez prendre rendez-vous avec nous puis discuter de ça tout simplement. Puis, si vous œuvrez dans un secteur spécifique, vous pourriez nous approcher pour monter un argumentaire parce qu'évidemment, les dépendances et les impacts sur la biodiversité sont multiples, mais parfois, si on les regroupe par secteur, on voit qu'il y a certains éléments qui ressortent et qui pourraient servir d'argumentaire pour convaincre certaines entreprises. Ensuite, si vous êtes un organisme de l'écosystème de la biodiversité, bien, vous pourriez nous inviter pour animer un atelier ou participer à un panel. Ça nous ferait très plaisir. On pourrait éventuellement tenir un kiosque dans un événement et je tiens à souligner qu'on a reçu notre roll-up de programme ce matin et on en est très fiers. Donc, on a envie d'aller le dérouler dans vos événements puis rencontrer les gens et parler de biodiversité. Puis finalement, ben, on peut participer à un événement de réseautage pour se présenter, pour connaître l'écosystème et les différentes personnes qui travaillent pour la biodiversité au Québec. Finalement, si vous êtes un expert, ben, si vous êtes en train de créer un projet, vous pourriez prendre un rendez-vous avec nous pour en discuter ou pour peaufiner votre offre de service, par exemple, et vous pourriez discuter de votre admissibilité au répertoire d'experts si vous avez des questions à cet effet. Donc, nos visages, bien, vous les avez déjà vus, mais j'ai remis des photos ici. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous par un lien booking qui a été épinglé dans le question-réponse, qui va être mis à l'instant, je m'excuse, dans le question-réponse. Donc, à partir de lundi prochain, le 11 mai, les plages horaires sont ouvertes pour Alice et moi pour une rencontre d'environ 30 minutes pour discuter d'un sujet de votre choix. On a une ligne générale pour le Fonds EcoLeader Biodiversité. Le numéro de téléphone est à l'écran. Puis,
j'aimerais faire un rappel parce que historiquement, le répertoire du Fonds EcoLeader était sur une page web spécifique au Fonds EcoLeader, mais maintenant, je vous redirige vraiment vers le site web du FAQDD et je le rappelle, on va dans les programmes Fonds EcoLeader Biodiversité et c'est là que vous allez avoir toutes les informations sur le programme. Vous allez avoir les gabarits dont Alice parlait et finalement accès au répertoire d'experts. Il y a aussi nos 2 adresses courriel en dessous de nos photos si vous voulez nous contacter personnellement. Finalement, pour faire un espèce de petit tour d'horizon sur tout ce qui a été dit, aujourd'hui, c'est vraiment le lancement du programme. Donc, à compter de midi, je ne sais plus il est quelle heure exactement, mais vous pourrez commencer à déposer des projets. On n'en a pas parlé, mais c'est une enveloppe qui est en ouverture continue et qui a une durée relativement courte. Donc, vous voyez à l'écran, les projets doivent tous être terminés pour le 31 août 2027 et la reddition de compte finale doit être faite au maximum le 31 octobre 2027. Ce que j'ai écrit dans le bas, ben, comme vous le savez, c'est une première itération de ce programme de financement. Donc, ben, créons l'engouement et créons des beaux projets finalement. Pour moi, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc, on va boucler la boucle et revenir à Amélie pour le mot de la fin. Génial, merci beaucoup, Marie-André. Je complète, je vois des mains levées. C'est une séance qui se passera là, à micro fermé. Donc, s'il y a des interactions à y avoir, s'il vous plaît, vous redirigez vers la question et réponse. D'ailleurs, je tiens à vous mentionner que plusieurs réponses ont déjà été ajoutées dans le question et réponse. Pour moi, j'ai remarqué que j'avais besoin de rafraîchir, d'ouvrir et fermer mon question et réponse là, pour pouvoir voir les réponses. Alors, je vous l'indique. Peut-être que le problème est devant l'écran dans mon cas, mais bon, je le mentionne. Donc, on le répète, l'enveloppe sera ouverte juste après ce webinaire vers midi. Ce qui signifie que, effectivement, toutes les informations, tous les documents utiles pour le dépôt d'une demande seront disponibles sur le site web du FAQDD, donc programme, Fonds EcoLeader, biodiversité, et vous pourrez trouver les informations par volet. Donc, c'est vraiment l'endroit où vous pourrez trouver toute l'information. Et le dépôt des demandes est dorénavant possible, et ce, de manière continue jusqu'à épuisement des fonds. Donc, je ne pense pas qu'on peut le dire plus clairement. C'est le résultat d'un beau travail en amont, puis on est très, très heureux là, de pouvoir ouvrir l'enveloppe aujourd'hui. C'est une belle réussite. Ensuite, ben, pour la période de questions, je vous rappelle là, les différents modes de fonctionnement. On vous demande d'écrire vos questions dans l'onglet questions et réponses. Ça va se dérouler à micro fermé, bien sûr. Et puis, nous, à l'interne, on va s'organiser pour se poser les questions les plus fréquentes. On vous demande d'être indulgent. Bien sûr, on aimerait avoir réponse à toutes vos questions, mais notre expérience nous démontre qu'en début de programme, il y a toujours des zones de flou, des fines lignes, et puis on a besoin de se poser les bonnes questions, de réfléchir. Alors, parfois, on n'aura pas les réponses, mais dans tous les cas, nous allons mettre en ligne aussi une foire aux questions dans lesquelles on va répondre plus là, aux interrogations un petit peu plus croustillantes. Alors, merci de tester nos capacités, mais on montre déjà nos limites, mais sachez qu'on vous trouvera des réponses là, avec le temps. C'est à ne pas en douter. Et merci aussi de ne pas poser vos questions sur des cas précis. Je sais que c'est extrêmement tentant. Maintenant, ben, avec le lien que vous allez avoir, le lien Booking, vous avez vraiment le meilleur lieu pour poser là, vos questions très, très spécifiques. Donc, vraiment, on va répondre aux questions plus globales. Je dis merci à mon collègue Frédéric qui a animé là, les questions et réponses jusqu'à maintenant. Et sachez qu'il a eu un très bon réflexe, c'est-à-dire qu'il vous a toujours ramené vers le guide du demandeur pour bien nous prouver qu'il y a beaucoup de réponses qui pourront y être trouvées. Donc, voilà, j'ai trouvé ça très coquin. Bravo, Frédéric. Donc, on passe maintenant à la période de questions. Et encore une fois, merci pour votre écoute active et votre participation sur les questions et réponses. Donc, à moi la parole. À toi la parole. De ton micro, donc je parle fort. Et merci de nous indiquer si vous entendez bien Frédéric, parce qu'on utilise un micro pour tout le monde.
Donc, Oui. je vais m'assurer que vous compreniez ce que je dis. J'ai essayé autant que faire se peut de répondre aux questions au fil de la présentation. Il y en avait quand même plusieurs, fait que ça se peut que j'en ai échappé entre les lignes et certaines que je n'ai pas eu le temps de répondre. Ce n'est pas mal intentionné. Ne vous inquiétez pas. Il y a eu certaines questions qui sont revenues. Il y a eu besoin de certains rappels, je crois, qui seraient pertinents. Même si je les ai répondus, je pense que ça peut bénéficier à tout le monde. Entre autres, là, la première question de la gang a été intéressante. On parle beaucoup d'entreprise, mais tu sais, tout ce qui est OBNL et coopérative, par exemple, est-ce qu'au niveau de l'admissibilité, on l'a dit dans la présentation, mais si on peut le rappeler, de ces questions-là, je te laisserai. Je vais mettre mon micro. Référence. Je vais remettre le micro. Donc, pour les OBNL, coopératives et mutuelles, ils vont pouvoir être admissibles si ce sont des entreprises d'économie sociale. Donc, je n'ai pas mis la définition d'entreprise d'économie sociale. Vous l'avez dans le guide du demandeur, à l'annexe du guide du demandeur. Mais une entreprise d'économie sociale, c'est une entreprise qui est reconnue par la loi, sur l'économie sociale, notamment les coopératives mutuelles et OBNL qui vendent ou qui échangent des biens et services pour répondre aux besoins de leurs membres ou de leur communauté. Donc, c'est des clientèles qui vont être admissibles au programme. Puis, la nouveauté qu'il y a dans l'enveloppe Fonds écolidaire biodiversité, c'est que pour les entreprises d'économie sociale, on ne demande pas que les revenus de minimum de revenus autonomes pour être admissibles. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez à démontrer dans le dépôt pour être admissible. Ça répondait. Je crois que ça répond à la question. Une question que je dirigerais plus vers toi, Marie-André. Quel retour d'experts? On a parlé des experts, des nouveaux experts qui s'inscrivaient. Qu'en est-il des experts qui sont déjà inscrits sur le répertoire actuellement? Que doivent-ils faire? OK, on a un jeu de micro ici, mais on réussit bien, je trouve. En fait, si vous êtes déjà inscrit sur le répertoire d'experts, mais pas sous la thématique biodiversité spécifiquement, vous pouvez retourner directement dans votre profil et ajouter cette thématique-là dans votre offre de service. C'est certain que ça vient avec un certain justificatif. On demande d'expliquer en quoi vous avez l'expertise d'accompagner les entreprises sous la thématique de la biodiversité. C'est sûr que si vous avez un mandat que vous avez fait sous la main, un rapport qui montre un peu votre expertise, ce serait très apprécié. Après ça, temporairement, votre profil ne sera plus visible parce qu'il retombe comme en ballottage, si je puis dire, pour cette analyse. Mais on ne parle pas d'une analyse complète, on parle vraiment de l'analyse spécifique pour la nouvelle thématique. Donc, le reste, on ne touche pas à ça, il n'y a pas de souci. Puis après ça, ben, quand votre profil est validé, vous pourrez accompagner les entreprises. Je pense que ça répond, ça fait le tour. Je crois que ça répond et je rajouterais même au niveau des délais, que les délais sont relativement rapides habituellement pour l'analyse des fiches experts. Donc, ne pas vous inquiéter que vous allez être dans le flou durant 3 semaines, ça ne devrait pas être le cas. Là. On est normalement à jour au moment où est-ce qu'on se parle. Je crois qu'il y a peut-être eu une confusion au niveau des entreprises individuelles. Ce que j'ai répondu dans le chat, c'est qu'ils n'ont jamais été admissibles au Fonds écolidaire par le passé et que la nouveauté cette année, avec l'enveloppe biodiversité, c'est qu'on ouvre une porte à certains types d'entreprises individuelles. Oui. C'est le mien. Parfait. Ben, je pense que le terme est peut-être entreprise individuelle là, qui peut apporter de la confusion. Quand on parlait d'entreprise individuelle dans le cadre de l'admissibilité, on parlait des travailleurs autonomes. Puis je pense que c'est ça la source de confusion. On comprend que le volet 1 qui est sur les entreprises, et là, ben, entreprise individuelle, ça peut faire référence à chacune des entreprises. Donc, effectivement, dans le volet 1, même dans le volet 2, les entreprises participantes doivent être des entreprises d'économie sociale ou pas, mais de tous les secteurs. Ça, il n'y a aucun problème. On ne limite pas à un secteur. J'ai vu à quelques reprises la question, est-ce que c'est seulement en agriculture, en foresterie? Non, c'est tous les secteurs. On vous le confirme. Dans le point d'admissibilité, finalement, c'est vraiment on verra comment peut-être le mieux le vulgariser, mais on fait vraiment référence aux travailleurs autonomes, donc les entreprises qui sont
plus de sûrement travailleurs autonomes. Mais là, il y a des particularités sur celles qui sont admissibles. Et là, on parle plus d'agriculture et de foresterie, mais on vous demande d'aller voir dans le guide pour ça. Alors, j'espère que c'est plus clair parce que vraiment, tous les secteurs sont couverts dans le cadre du programme. Je crois que ça répond à la question et la petite confusion qu'il pouvait avoir par rapport au Je pense que c'est ça. Sinon, il y avait beaucoup de questions sur où trouver le guide du demandeur. Je crois qu'on l'a redit à quelques reprises, mais le guide du demandeur, s'il n'est pas disponible en ce moment, il sera dans les prochaines minutes sur le site web du programme, sur le site web du FAQDD, pardon. On l'a dit du FAQDD. Il y avait une question aussi sur les entreprises en démarrage. Je ne sais pas si on l'a dans une diapositive à quelque part. Une entreprise en démarrage, on a une définition que vous retrouverez aussi dans le guide du demandeur. Et c'est donc une entreprise ayant moins de 3 ans d'existence dans le cadre du programme. C'est ce qui est standard aussi dans le fonds Couleuvre depuis ses débuts. Et les entreprises en démarrage sont admissibles, mais doivent nous fournir certains documents de plus, dont leur budget pro forma sur 3 ans et leur plan d'affaires. Donc, plus de détails dans le guide du demandeur aussi, si vous êtes dans cette situation. J'ai une question pour toi, Alice, au niveau des certifications. Il y a peut-être un intérêt au niveau d'aller chercher certaines certifications dans le cadre du programme. Encore une fois, tous les détails dans le guide du demandeur, mais on a quelques précisions à dire en ce moment sur les certifications. Le jeu de micro se poursuit ici. Donc, pour les certifications, nous, les projets qui ne sont pas admissibles, c'est les projets qui visent l'obtention d'une certification particulière avec la préparation d'un dossier. Donc, tout ce qui est frais d'adhésion ou de renouvellement. Des fois, il y a également des frais pour remplir les formulaires. Donc, toute l'expertise d'un expert pour vous accompagner dans cette certification-là n'est pas admissible. En revanche, si vous voulez réaliser plusieurs activités qui, par la suite, après le projet, pourraient vous permettre d'avoir cette certification, ça pose aucun problème. Vous pourriez réaliser ces activités et avoir la certification après. L'essentiel, c'est que les dépenses qui sont liées au projet n'ont pas trait à la certification ou au renouvellement d'une certification. Est-ce que c'était ça la question? Plus? Oui, c'était pour savoir est-ce qu'on pouvait financer une partie de la certification ou pas. Ben, ce que j'ai répondu dans le chat, je pense que tu as bien clarifié, c'est qu'on ne peut pas, tout ce qui est directement lié à la certification, malheureusement, n'est pas admissible. Mais ce qui est en amont d'une certification, si tu es dans le but d'aller chercher une certification ou pas, pourrait l'être dans le cadre du fonds Couleuvre. Donc, encore une fois, plus de détails à l'écrit dans le guide du demandeur, mais sachez ce qui est directement lié ne peut pas l'être et ne l'a jamais été dans le cadre du programme. On a une question pertinente aussi sur les catégories. On peut bien sûr, les cas de figure ont été présentés pour faire un projet en catégorie 1 uniquement, un projet en catégorie 2 uniquement et un projet en catégorie 1 et 2. Si on fait un accompagnement qui concerne les 2 catégories, est-ce qu'on a besoin de une demande ou de 2 demandes? Oui, peut-être que c'est important de le préciser, que votre projet soit dans la catégorie 1, dans la catégorie 2 ou dans les 2 catégories. C'est un seul projet, donc il y a une seule demande de financement. Dans le formulaire de dépôt, vous allez avoir des questions pour savoir quelles sont les activités de catégorie 1 et quelles sont les activités de catégorie 2. Mais dans tous les cas, votre projet va être sur une seule demande. Donc, important de ne pas faire de demandes séparées. Ça va être plus facile à analyser et puis ça va être plus rapide également. Donc, on veut une seule demande pour l'ensemble du projet. Puis, vous allez avoir dans le formulaire à identifier quels sont les éléments de catégorie 1 et catégorie 2. Puis si jamais vous classez mal une activité, on va pouvoir regarder ça à l'analyse, ce n'est pas un problème. Merci Alice. Je ne sais plus que le micro est ouvert. C'est le mien. Je me dirige vers toi, Marie-André. Deux questions de répertoire d'experts. Précision, jusqu'à les questions. Si on a des experts en ce moment qui sont inscrits, qui ont des thématiques qui pourraient avoir des retombées éventuellement sur la biodiversité, est-ce qu'ils peuvent déposer un projet en ce moment dans la thématique où ils doivent absolument ajouter la thématique biodiversité quand même? Ils doivent ajouter la thématique biodiversité. Ils doivent ajouter la thématique biodiversité. Parfait. Voilà. Je crois. Donc, dans tous les cas, tous les experts qui accompagneront des entreprises dans le cadre du programme seront inscrits sur le répertoire du FAQDD et auront la thématique biodiversité à leur fiche. Tout à fait. Parfait. Et pour devenir expert,
est-ce qu'on parle de l'entité, l'entreprise experte ou les individus de l'entreprise qui s'inscrivent sur le répertoire? Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure parce qu'il y a des entreprises qui ont juste une personne. Fait que là, mais en fait, c'est l'entreprise qui s'inscrit. Puis après ça, à l'intérieur du formulaire, si je me rappelle bien, vous pouvez inscrire les personnes spécifiques qui ont les compétences à Effectivement. l'interne pour faire les accompagnements. Donc, c'est globalement la boîte, si je puis dire, qui s'inscrit, mais après ça, vous pouvez nommer des experts spécifiques à l'interne. Et si vous êtes une boîte individuelle et que vous êtes seul, vous avez le droit de le faire aussi, mais vous vous inscrivez en tant qu'entreprise experte. Effectivement, j'aurais pas dû. Rappel sur la date limite du dépôt du formulaire. Je peux y aller. En fait, c'est ouvert en continu. Donc, dès maintenant, jusqu'à épuisement, j'allais dire jusqu'à épuisement des stocks, mais jusqu'à épuisement de l'enveloppe, on a remis à l'écran. Mais la fin, il faut que, là, on ne parle pas de dépôt de formulaire, mais bien de fin de projet. Oh non, c'est la fin de la période de dépôt de projet. Oui, le 31 août, mais au plus tard, une reddition de compte le 31 octobre 2027. Donc, entre les deux, vous pouvez déposer un formulaire quand bon vous semble. Rapidement. Rapidement. Je viens d'actualiser ma page et je viens de voir beaucoup de questions qui viennent d'arriver. Donc, il nous reste 8 minutes. Allons-y. Vous avez mentionné un montant maximal de 40 000 $ pour des activités de la catégorie 1, qui est le plafond de la catégorie 1. Qu'en est-il pour une cohorte? Donc, qu'en est-il de ce plafond pour la cohorte? J'ai la diapositive et normalement, j'ai le micro également. Donc, pour une cohorte, le maximum, c'est 700 000 pour l'ensemble de la cohorte, mais le 75 000 par entreprise qui est dans le volet 1 s'applique aussi. Puis le 40 000, ça va être également sur l'ensemble des activités. Le 40 000 $ pour les activités de la catégorie 1 s'applique sur le volet 1 ou sur le volet 2. Donc, si vous avez un volet 2 avec un 700 000 maximum sur l'ensemble de votre projet, il y a aussi un 40 000 par entreprise. Je me trompe, par entreprise pour la catégorie 1, dans ce cas-ci. Est-ce que la question était bien Je dirais que le maximum de 40 000 par entreprise est respecté autant en volet 1 qu'en volet 2. Exactement. Donc, le plafond de 40 000 pour la catégorie 1 demeure, peu importe quoi. Est-ce que nous aurons accès à la présentation PowerPoint? Oui. Absolument. Lorsqu'on enverra le courriel avec l'enregistrement, probablement en même temps. Donc, aucune entreprise qui ne serait pas du domaine agricole, pêche ou forestier inadmissible. Je crois qu'on a répondu à cette question-là, mais je reviendrai, moi. On va revenir parce que c'est très important. Exactement. Encore une fois, je pense que c'est une confusion d'un terme technique. On a parlé, en fait, là, dans le cadre des volets, il y a le volet 1 qui est entreprise et il y a le volet 2 qui est cohorte. Dans le cadre des deux volets, toutes les entreprises de tous les secteurs sont admissibles. Après ça, il y a des spécifications qui seront dans le guide du demandeur, mais on touche des entreprises qui sont de tous les secteurs, dans le manufacturier, dans la production alimentaire. Tout est ouvert. Après ça, on a utilisé le terme dans l'admissibilité des entreprises par rapport à entreprises individuelles. Je comprends qu'il y a une confusion. Ça, c'est un terme technique lié aux travailleurs autonomes. Donc, on disait en fait que les entreprises qui sont des travailleurs autonomes, il y a seulement certains secteurs là, que les entreprises peuvent être reconnues, mais en général, pour le programme, pour le volet 1, donc comme entreprise individuelle ou pour le volet 2, comme participant à une cohorte d'entreprise, tous les entreprises de tous les secteurs sont les bienvenus. Voilà, on ne le dira jamais assez. Donc, c'est une précision extrêmement importante. On a deux questions similaires, l'une à la suite de l'autre, qui par rapport du délai. Fait que je te laisserai peut-être la parole, Nathalie. On parle de quoi en termes de délai pour traiter une demande dans le cadre de cette enveloppe qui ouvre à l'instant? Et là, je vais vous répondre avec la plus grande transparence du monde. Ça va vraiment dépendre de votre engouement, finalement. Avec le fonds écolidaire traditionnel, maintenant, quand on ouvre finalement pas un appel à projet, mais quand on ouvre une enveloppe, il y a un tsunami de demandes qui nous est envoyé. On apprécie beaucoup dans ce cadre-là. Il n'est pas dévastateur, il est très positif. Ce qui fait qu'on reçoit un gros volume de demandes. Puis là, après ça, dépendamment
quand a été envoyée votre demande, c'est plus long. Après ça, dans un cadre d'une nouvelle enveloppe, on peut s'attendre à ce que les demandes soient plus tranquilles au départ, donc à une durée de traitement plus courte. En même temps, on pourrait avoir une très belle surprise, chose qu'on souhaite parce qu'on se rappelle que le programme est très court, donc on vous invite à déposer rapidement. Donc, c'est ça. Donc, tout ça va dépendre du contexte et puis du volume de demande. Dans tous les cas, on a assez, nous, de professionnels là, pour répondre à la demande, mais bien sûr, là, dépendamment de l'entonnoir, ça sera un peu plus rapide, un peu plus long. On vous reviendra selon la situation en cours. Peut-être qu'on écrira des précisions dans la foire aux questions, mais on sait très bien que vous avez hâte de déposer et que maximum de temps pour réaliser vos projets seront mieux. Alors, sachez qu'on est bien au courant et on va avoir ça en tête. Merci beaucoup. On achève quand même déjà le 56. Je vois aussi qu'il y a quand même le terme biodiversité est large, le type de projet qui peut être déposé aussi. On a parlé beaucoup de diagnostic biodiversité, on a parlé aussi d'accompagnement dans la mise en œuvre. Est-ce qu'on aurait des exemples à partager de projets qui pourraient être admissibles plus concrètement dans l'enveloppe ou sinon, mais on pourrait en partager par écrit, encore une fois, par courriel. Il y en a aussi dans le liste demandeurs à ma connaissance, mais de vive voix, si on en a à partager, ça pourrait être bien. J'ai remis la diapositive avec comme plusieurs axes d'intervention. Votre projet a pas, je pense que c'est moi qui ai le micro, oui. Votre projet n'a pas besoin d'avoir une thématique spécifique. L'objectif du programme, c'est, du moins si vous faites la partie diagnostic, c'est de mieux comprendre votre relation avec la biodiversité. Puis je pense qu'on peut dire nature, aussi dans la nature, l'environnement dans sa globalité. Donc c'est de mieux comprendre c'est quoi vos liens de dépendance avec la biodiversité, puis c'est quoi les impacts que vous avez à ce sujet. Si vous allez dans le guide du demandeur pour la partie évaluation des impacts, il y a plus d'informations sur quels impacts sont à regarder et notamment les 5 facteurs de pression qui ont été identifiés par l'IPVS. Notamment la pollution, les espèces exotiques envahissantes, le changement d'utilisation des terres, c'est des éléments qui doivent faire partie de votre évaluation d'impact. Mais après, si vous voulez faire un projet après le diagnostic est plus spécifique, rien ne vous en empêche. Ici, on a mis quelques exemples, mais ça pourrait être un projet qui serait ciblé sur l'amélioration de la qualité des sols ou la réduction de la pollution lumineuse. Il y a vraiment une grande variété de projets. Je pense qu'au fur et à mesure, on va peut-être avoir plus d'exemples à vous partager. Je n'ai pas un exemple en tête, à moins que quelqu'un en ait un. Mais sachez que c'est vraiment, il n'y a pas des thématiques qui sont limitées dans le cadre du programme. Donc, si vous avez une thématique qui n'est pas encore affichée à l'écran, vous pouvez quand même déposer votre projet tant qu'il y a un impact favorable sur la biodiversité. Merci. Je vois deux autres questions qu'on aurait peut-être le temps de faire, là, on nous reste 2 minutes. Est-ce que la subvention est jumelable à une autre subvention? Oui, mais je remets la bonne diapositive. Le deuxième point, c'est que l'aide financière peut être cumulée avec d'autres aides, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, ça peut être un apport qui est d'autres entreprises, par exemple de la cohorte, ou ça peut être un apport public. Nous, de notre côté, au niveau des modalités de l'enveloppe financière, il n'y a pas de maximum. Enfin, il y a un 100% des dépenses admissibles de votre projet qui peuvent être couverts au niveau du fonds public. Mais ça va dépendre également des autres aides financières pour voir les modalités de ces autres aides financières. Mais pour notre enveloppe spécifique, les modalités, c'est jusqu'à 100% des aides des dépenses admissibles du projet en fonds publics. Merci pour la réponse. Si j'ajouterais mon complément, notre enveloppe spécifiquement, fonds maximum jusqu'à 100% public. Par contre, le limitant peut être les autres fonds publics que vous allez chercher en complément qui, eux, ne sont peut-être pas jusqu'à 100%. Des fois, on voit souvent le 75, le 80, le 90. Donc à ce moment-là, c'est là que votre montage financier peut devenir plus complexe. Mais dans notre cas, on ne sera pas le facteur limitant à ce niveau-là. Si j'ai le temps de prendre une dernière question au niveau d'une cohorte, on a une question par rapport à est-ce que c'est l'expert ou le coordonnateur qui reçoit le financement et qui le gère? La question est bonne. C'est la convention est tripartite, en fait, donc qui est signée entre le FAQTD, l'entreprise et l'expert principal du projet. Et donc, dans le cas d'un volet 2, l'entreprise est remplacée par le coordonnateur de la cohorte. Et dans tous les cas, c'est l'expert principal du projet qui reçoit les versements d'aide financière. Dans le cas de situations spécifiques ou d'enjeux à ce niveau-là,
c'est possible de venir nous parler. On est capable de modifier certaines choses dans des cas particuliers, mais je vous dirais la règle principale et le format actuel, c'est l'expert principal qui gère le financement et c'est des détails que vous retrouvez également dans le guide du demandeur. Je vois qu'il est midi, j'imagine, Amélie, je te repasse la parole pour le mot de la fin. Oui, ben merci beaucoup. On était vraiment très, très heureux, encore une fois, de votre engouement. On a hâte d'avoir des demandes pour aller participer à vos événements. On a hâte d'avoir des demandes de booking. On a surtout hâte d'avoir vos projets. On comprend que toutes les questions n'ont pas pu trouver de réponse, mais encore une fois, il y aura une foire aux questions sur notre site web et encore une fois, pour des cas précis, booking sur notre site web. Donc, FAQDD, programme, fonds éco-leader, biodiversité, vous allez trouver vraiment tout à cet endroit. Donc, merci à tous et au plaisir de collaborer ensemble, tout simplement. Bonne journée.